Nadia avait toujours été une femme discrète, mais jamais effacée. Il y avait chez elle une forme de silence noble, un calme enraciné dans une histoire ancienne, dans la sagesse des femmes de son village, celles qui parlaient peu mais voyaient tout. Elle ne cherchait pas à occuper l'espace, mais sa seule présence suffisait à imposer le respect. Son regard, doux et profond, racontait des choses que les mots n'auraient jamais pu traduire. Originaire d'Abomey, au sud du Bénin, elle avait grandi entre les champs du marché, les contes du soir au clair de lune, et les leçons de sa mère, une couturière réputée pour ses doigts d'or. À 22 ans, le cœur battant, elle avait quitté sa terre rouge et chaude avec un rêve simple. Construire une vie paisible, en France, là où tout semblait possible, là où elle pensait pouvoir conjuguer ses racines et son avenir. Elle voulait aimer librement, être aimée sans condition, dans un foyer tissé d'humanité, de dignité et de respect. C'est à Lyon, un jour de pluie fine, qu'elle rencontra Julien. Il était venu à une conférence universitaire sur les cultures africaines. Par curiosité, disait-il. Il avait été le seul blanc dans la salle, et avait applaudi plus fort que tout le monde. Il avait ce charme fluide, presque trop lisse. Grand, élégant, avec un rire facile et une passion apparente pour les cultures du monde, il abordait Nadia avec des mots doux et des références précises à l'histoire du Dahomey, à Wole Soyinka, à la musique de Tiken Jah Fakoly. Il semblait la voir, la comprendre, la valoriser. Julien l'avait courtisée avec ardeur, comme dans les vieux romans. Il lui offrait des fleurs exotiques, l'accompagnait dans des restaurants africains, et même lorsqu'il ne comprenait pas ses traditions, il les honorait en apparence. Il vantait son teint ébène comme une œuvre d'art, lui murmurait que sa peau était la plus belle étoffe qu'il ait jamais touchée. Il l'appelait « marraine », la regardait avec une fierté presque théâtrale. Il disait aimer la sagesse de ses silences, sa manière de dire non sans hausser la voix, son enracinement. Et Nadia, après tant d'années à se méfier, à douter des intentions, avait fini par y croire. Ils s'étaient mariés en grande pompe, entourés d'amis, de musique traditionnelle béninoise, de chants yoruba mêlés aux valses françaises. Le mariage était un pont entre deux mondes, un serment d'unité. Tout le monde parlait de leur amour comme d'un exemple moderne d'ouverture, de beauté métissée. Mais les années, les habitudes et la montée sociale avaient transformé Julien. À mesure que sa carrière décollait dans une multinationale française, il semblait vouloir gommer tout ce qui rappelait ses origines modestes, et celles de Nadia. Elle, qui l'avait soutenu quand il n'était qu'un employé parmi tant d'autres, se voyait peu à peu reléguée au rang d'accessoire. Il critiquait de plus en plus souvent ses plats traditionnels, ses tresses, ses proverbes. Lorsqu'elle parlait, il l'interrompait. Lorsqu'elle riait fort, il levait les yeux au ciel. Et parfois, lorsqu'il pensait qu'elle ne l'entendait pas, il parlait d'elle comme d'un fardeau qu'il devait gérer avec diplomatie. Mais Nadia, comme toujours, observait. Elle encaissait, notait, sans fracas. Sa dignité l'empêchait de se rabaisser, même dans la douleur. Puis vint le fameux soir de la fête de fin d'année de l'entreprise de Julien. Elle s'était habillée avec soin, non pas pour plaire à quelqu'un, mais pour se sentir elle-même. Sa robe ivoire, longue et fluide, brodée à la main par une amie béninoise, racontait une histoire, la sienne. Ses cheveux étaient tressés avec minutie, ornés de perles discrètes. Ses boucles d'oreilles dorées, en forme de coquillage, lui avaient été offertes par sa mère. Chaque détail était un hommage, à son enfance, à sa culture, à sa fierté. Dès qu'ils franchirent la porte du grand hall lumineux, Julien se crispa. Il avait jeté un coup d'œil circulaire sur les invités, tous en tailleur sobre et costume gris, avant de tourner vers elle un regard glacial. « Tu ne pouvais pas mettre une robe normale » avait-il lancé, la voix haute, le ton sec. « Tu veux que mes collègues pensent que je vis dans une savane » Le mot résonna comme une gifle. Les conversations alentour s'étaient figées. Certains rirent nerveusement, d'autres baissèrent la tête. Un homme la regarda avec pitié. Une femme murmura un « Mon Dieu !» Mais Nadia, elle ne broncha pas. Son regard resta posé sur Julien. Pas de larmes. Pas de cris. Juste un silence. Un silence solide comme un mur d'obsidienne. Puis, avec une lenteur calculée, elle tourna les talons. Et quitta la salle. Seule. Ce soir-là, alors que les rires et les musiques s'estompaient derrière elle, Nadia marcha sous la lune lyonnaise, la tête droite, le cœur lourd mais libre. Elle comprit que l'amour ne suffisait pas lorsqu'il n'était pas respecté. Qu'un homme pouvait admirer une culture, sans respecter la femme qui la porte. Elle rentra chez elle,
retira ses bijoux un à un, et s'observa longuement dans le miroir. Pasunelarme ene koula. Car ce soir-là, Nadia fit le deuil d'un amour à sens unique. Et la promesse silencieuse de se relever plus grande que jamais. Pendant les mois qui suivirent cette soirée de l'humiliation, Nadia se mura dans un silence. Mais ce n'était pas un silence de soumission. C'était un silence stratégique. Un silence de cocon. Elle ne cria pas, ne reprocha rien à Julien. Elle cessa même de répondre à ses piques mesquines, à ses absences devenues banales. Car elle n'était plus là pour lui. Elle était avec elle-même. Chaque matin, elle se levait tôt, avant même que le soleil ne traverse les volets. Elle préparait son thé aux feuilles de citronnelle, une tradition de sa mère, et s'asseyait devant son carnet de notes. Elle écrivait ses idées, ses souvenirs, ses douleurs, ses rêves étouffés. C'était sa thérapie. Son champ de bataille intérieur. Elle savait qu'elle ne voulait pas seulement fuir ce mariage devenu un théâtre vide. Elle voulait se retrouver. Se réinventer. Devenir cette femme qu'elle avait rêvé d'être bien avant Julien, bien avant la France. Elle reprit des études à distance en marketing digital, un domaine qu'elle avait toujours trouvé fascinant mais jamais osé explorer. Elle étudiait la nuit, après avoir terminé les tâches ménagères, après que Julien soit allé dormir, ou après qu'il soit sorti sans explication. Son ordinateur devenait son portail vers la liberté. Chaque module, chaque projet, chaque note réussie était une brique de plus dans l'édifice qu'elle bâtissait en silence. C'est grâce à un petit héritage que sa grand-mère lui avait laissé qu'elle put financer ses études. Une enveloppe modeste, mais lourde de sens. Sa grand-mère, cette femme analphabète mais d'une sagesse immense, lui avait toujours dit « Le monde appartient à celles qui savent attendre et construire à l'ombre ». Elle repensait souvent à ces mots, surtout lors des soirs de doute. En parallèle, Nadia se lança dans un projet qu'elle caressait depuis des années. Une boutique en ligne dédiée aux tissus, bijoux et accessoires africains. Elle ne voulait pas seulement vendre. Elle voulait raconter. Chaque pièce aurait une histoire. Chaque motif, un sens. Chaque article serait un pont entre la tradition et la modernité. Le nom de sa boutique fut une évidence. Mahu. Du nom de la déesse suprême dans la cosmogonie fond, celle qui crée et harmonise le monde. Car Nadia, elle aussi, était en train de créer. De réharmoniser son existence. Les débuts furent difficiles. Elle travailla dans l'ombre, sans soutien, sans reconnaissance, jonglant entre ses cours, ses commandes, ses prototypes. Elle cousait parfois jusqu'à l'aube, le regard piqué par la fatigue, mais l'âme nourrie par la certitude d'un avenir plus grand. Julien, lui, ne remarqua rien. Il était trop occupé à se glorifier dans des réunions, à entretenir des relations douteuses avec des collègues, à parader dans les dîners professionnels. Il pensait Nadia figée dans le rôle de l'épouse docile, trop fragile pour bouger. Il ne voyait pas qu'elle tissait sa couronne dans le silence, fil après fil. Puis, un matin, tout bascula. Un article dans un magazine de mode inclusif, spécialisé dans les marques éthiques et les créateurs afrodescendants, présenta Mahu comme une révélation poétique et audacieuse. Les photos montraient les créations de Nadia sur des mannequins de toutes origines, mises en scène avec une élégance moderne et des titres inspirants. En quelques jours, les commandes affluèrent. Le site connut des pics de visites inattendues. Les réseaux sociaux prirent feu. Des influenceuses connues commencèrent à porter ses créations. Sacs en raffia, turbans en wax revisité, bijoux en bronze inspirés des reines de Dahomey. Des stylistes contactèrent Nadia pour des collaborations. Puis vinrent les célébrités. Une actrice afro-américaine posa avec une robe Mahu sur le tapis rouge d'un festival européen, déclarant fièrement « Je me sens puissante et enracinée ». Mais le moment décisif fut son invitation au Salon international de l'innovation culturelle, à Paris. Nadia monta sur scène dans un ensemble somptueux qu'elle avait elle-même dessiné, une tunique longue en bogolan crème, brodée d'or, cintrée à la taille, et des boucles d'oreilles sculptées à la main, représentant le symbole de Mahu. Elle tenait un micro, debout sous les projecteurs, face à un public d'entrepreneurs, de journalistes, d'artistes. Elle raconta son parcours. Sans haine. Sans rage. Mais avec cette force tranquille qu'elle avait toujours portée en elle. Il y a des silences qui construisent des empires, dit-elle d'une voix claire. Il y a des blessures qui nourrissent la lumière. Ce que certains ont pris pour de la faiblesse était en réalité une mue. Et aujourd'hui, je suis née une deuxième fois. Le public s'éleva. Il y eut des larmes.
Des cris. Une ovation. Nadia n'était plus seulement une créatrice. Elle était devenue un symbole. Parmi la foule, un homme restait pétrifié. Julien. Invité par son entreprise en tant que représentant du département développement durable, il n'avait même pas lu le programme. Il était venu par obligation. Et là, au centre de la scène, sous les applaudissements, se tenait elle. La femme qu'il avait méprisée, qu'il avait humiliée. Elle était devenue souveraine. Rayonnante. Intouchable. Il sentit un froid le traverser. Un vertige. Il voulut applaudir, par réflexe. Mais ses mains restèrent suspendues dans le vide. Car à ce moment précis, Julien comprit qu'il n'était plus qu'un homme noyé dans la foule. Le soir même, après cette conférence où le monde avait applaudi Nadia comme une reine revenue à son trône, Julien tenta de la joindre. Le cœur en vrac, les mains tremblantes, il composa son numéro comme on jette une bouteille à la mer. 3 tonalités. Puis le silence. Elle ne répondit pas. Il insista. Envoya un message. Puis un autre. Pas de réponse. Alors, en désespoir de cause, il prit une feuille blanche. Pour la première fois depuis longtemps, il écrivit. À la main. Une lettre maladroite, remplie de mots creux, d'excuses trop tardives, de flatteries qu'il croyait sincères, de regrets soudains qui suintaient plus la culpabilité que le remords. Il tenta de ressusciter des souvenirs, de peindre une version embuée de leur passé, de rappeler des rires oubliés, des voyages, des promesses anciennes. Il la supplia, presque, de lui accorder un rendez-vous. Un moment. Un regard. Nadia lut la lettre sans émotion. Elle la relut, non pas pour y trouver une once de sincérité, mais pour en mesurer l'égarement. Puis, d'un geste calme, elle alluma une bougie, plaça la lettre au-dessus de la flamme, et la regarda se consumer jusqu'à ce qu'il n'en reste que des cendres. Elle n'était pas en colère. Elle n'était plus blessée. Elle était ailleurs. Trop loin pour que la corde du passé la rattrape. Dans les semaines qui suivirent, Nadia transforma son succès en levier pour les autres. Elle lança une fondation dédiée aux femmes issues de l'immigration, portée par un slogan simple et puissant. « Tu n'es pas une ombre. Tu es une source ». La fondation proposait des formations, du mentorat, des aides financières pour créer ou relancer des entreprises portées par des femmes au parcours souvent brisé mais riche de courage. Nadia tenait à ce que chaque femme qui franchisse ses portes reparte avec plus qu'un projet, une fierté retrouvée. La reconnaissance fut fulgurante. La mairie de Lyon la décora lors d'une cérémonie solennelle. Elle reçut la médaille de la ville, remise par la mère elle-même, les larmes aux yeux. Puis ce fut l'ONU qui la sollicita pour une conférence à New York sur l'entrepreneuriat féminin et les diasporas africaines. Son intervention fut acclamée, traduite dans plusieurs langues, et relayée par des médias internationaux. Son visage, autrefois invisible, était désormais celui de la résilience incarnée. Un matin, elle reçut un appel du Bénin. Le président lui-même souhaitait l'honorer pour sa contribution au rayonnement culturel et économique du pays. Nadia rentra, après des années d'absence, accueillie comme une fille prodigue revenue du feu avec des semences de lumière. Elle fut reçue par des femmes en tenue traditionnelle, des enfants qui chantaient son nom, et une grand-mère aux yeux brillants de fierté sur une vieille photo accrochée au mur du village. Pendant ce temps, Julien regardait. Il ne faisait que ça, regarder. Il la voyait à la télévision, dans les journaux, dans les conférences qu'il croisait par hasard en ligne. Il entendait son nom dans les discussions d'affaires, dans les interviews de stylistes, dans les messages d'inspiration que ses collègues s'échangeaient. À chaque discours de Nadia, chaque récompense, chaque image où elle souriait, ce sourire doux mais souverain, il revivait cette nuit où il l'avait humiliée, où il avait voulu l'éteindre. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que certaines femmes sont faites de braise. Et plus on souffle sur leur flamme, plus elles s'embrasent. Elle ne l'avait jamais insulté, jamais accusé publiquement. Elle n'avait rien posté sur lui, rien divulgué, rien sali. Elle avait choisi l'élévation au lieu de la revanche. Et c'était là sa véritable vengeance. Car Nadia n'avait pas eu besoin de crier pour se faire entendre. Elle n'avait pas eu besoin de se venger pour triompher. Elle s'était simplement élevée. Et c'était bien cela, sa réponse. Une réponse qui ne cherchait pas à blesser, mais à briller. Une grandeur si silencieuse, si éclatante, qu'elle en devenait écrasante. Julien, lui, demeura prisonnier de son reflet.
celui d'un homme qui avait une reine à ses côtés, et qui avait choisi de ne pas la voir.